Après avoir passé un an comme aidante à plein temps de ma mère, mes parents m'ont présenté une facture pour le loyer et les charges. Ils ont dit que ma sœur avait apporté un soutien émotionnel, de loin, mais ils sont devenus blancs comme des linges quand je leur ai montré ma facture détaillée pour mes services. Je suis penché sur mon ordinateur portable à 2h47 du matin, mettant à jour une feuille de calcul qui ferait pleurer de joie n'importe quel comptable. Ligne 8h47, nettoyer vomi du sol de la salle de bain après réaction médicamenteuse de maman. Temps enregistré, 23 minutes. Tarif du marché pour nettoyage de risque biologique, 75 € de l'heure. Je m'appelle Guenièvre et je documente tout depuis 11 mois, 3 semaines et 4 jours. Gwen. Gwen. La voix de maman traverse la maison comme une lame rouillée. J'ai besoin de mes pilules. J'enregistre la feuille de calcul intitulée « Service rendu » et je marche à pas feutrés dans le couloir en chaussons. Le parquet craque sous mes pieds, un son que j'ai appris à détester. Tout dans cette maison semble s'effondrer, y compris moi. Quelle pilule, maman, je demande, debout dans l'embrasure de sa porte. Elle est calée dans son lit, l'air parfaitement capable de marcher jusqu'à la cuisine elle-même, mais ce n'est plus comme ça que ça marche. Les blanches pour mon estomac. Les Gaviscon sont blancs, tout comme les suppléments de calcium ailés. Ne fais pas l'intelligente avec moi. Sa voix se durcit. Tu sais lesquels je veux dire. Je vais chercher 3 flacons différents de pilules blanches parce que j'ai appris que c'est plus facile que de jouer aux devinettes. Quand je reviens, elle est sur son téléphone, faisant défiler Facebook. Juliette a posté les plus belles photos de son week-end à Bordeaux, dit-elle sans lever les yeux. Regarde cette dégustation de vin. N'a-t-elle pas l'air radieuse? Je pose les pilules sur sa table de nuit. Lesquelles te faut-il? Les Gaviscon, évidemment. Elle lève son téléphone. Regarde cette robe qu'elle porte. Elle a probablement coûté plus cher que ce que tu gagnes en un mois. Gagnais. Je n'ai pas travaillé depuis presque un an. Elle vit sa meilleure vie, continue maman. Je suis si fier d'elle de ne pas laisser notre situation la freiner. Notre situation. Comme si la convalescence de maman après son opération de la vésicule biliaire était une catastrophe naturelle qui nous était arrivée à tous également. Je retourne me coucher, dis-je. Attends. Elle attrape mon poignet. Peux-tu regonfler mes oreillers et peut-être m'apporter des crackers? Mon estomac est bizarre. Je regonfle les oreillers. J'apporte des crackers. Je remplis son verre d'eau. J'ajuste la température. Je ferme les rideaux plus hermétiquement. Chaque tâche est enregistrée dans ma feuille de calcul mental, horodatée et catégorisée. De retour dans ma chambre enfin, ma chambre d'enfant dans laquelle j'ai réemménagé, je mets à jour le fichier. Ligne 8h48, assistance médicamenteuse de minuit et service de réconfort. Temps, 18 minutes. Mon téléphone vibre. Un texto de Juliette. Salut sœurette, j'espère que tu tiens le coup. Je sais que ça a été dur, mais tu fais un travail tellement important. Maman et papa ont tellement de chance de t'avoir. J'aimerais pouvoir être là plus souvent, mais tu sais à quel point les choses sont folles avec la promotion d'Antoine et l'organisation du mariage. Je t'envoie de l'amour. Je fixe le message pendant 1 minute entière. Elle aimerait pouvoir être là plus souvent. Elle habite à 4 heures de route et n'est pas venue une seule fois depuis l'opération de maman. Pas une seule fois. Mais elle envoie de l'amour et des émojis. Je ne réponds pas. Au lieu de cela, je fais une capture d'écran du message et je l'enregistre dans un dossier intitulé « Preuve ». Le lendemain matin, je prépare des œufs brouillés quand papa entre dans la cuisine, déjà habillé pour le travail avec son pantalon chino bien repassé et son polo. Le café n'est pas prêt, dit-il, comme si c'était de ma faute. La machine met 5 minutes à le préparer. Il sera prêt dans 2 minutes. Il grogne et s'assoit à table, ouvrant son journal. Ta mère dit que tu as été sèche avec elle hier soir. Je lui ai apporté tout ce qu'elle a demandé. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Il ne lève pas les yeux de la section des sports. Juliette a appelé hier. Elle s'inquiète de ton attitude. Ma main se crispe sur la spatule. Juliette a appelé. Elle s'inquiète que tu sois au bout du rouleau. Elle pense que tu devrais peut-être te souvenir pourquoi tu es là. Pourquoi je suis là. Comme si j'avais choisi ça. Comme si on ne m'avait pas culpabilisé au point de mettre toute ma vie entre parenthèses parce que, la famille passe avant tout, et que, Juliette a ses propres responsabilités.
Les œufs sont prêts, dis-je. Papa prend son assiette sans un merci. Juliette envoie de l'argent pour les courses cette semaine. Tu vois, elle contribue comme elle peut. Je sais pertinemment que Juliette n'a pas envoyé d'argent. C'est moi qui gère toutes les finances du ménage maintenant. Mais je ne dis rien. J'ajoute juste ça à ma liste mentale, fausses affirmations de contribution financière. Plus tard, pendant que maman fait la sieste et que papa est au travail, mon amie Blanche appelle. « Comment tu tiens le coup ?» demande-t-elle. « Je vais bien. »« Gwen, allons. »« Tu as l'air épuisée. »« Je suis épuisée. »« Je suis épuisée d'être la seule à être présente. »« Je suis épuisée d'être traitée comme une employée au lieu d'une fille. »« Je suis épuisée de voir mes parents vénérer Juliette de loin tout en me traitant comme si j'étais invisible. »« Ils vont s'attendre à ce que tu fasses ça pour toujours, tu sais, » dit Blanche doucement. « Ta mère a eu le feu vert pour des activités normales depuis des semaines maintenant. »« Je sais. »« Alors, quand est-ce que tu rentres chez toi ? Quand est-ce que tu reprends ton travail ? » Je ne réponds pas parce que je ne sais pas. Chaque fois que j'évoque mon départ, maman a soudainement une rechute, papa me rappelle que, la famille prend soin de la famille, Juliette envoie un texto sur combien elle est reconnaissante que je sois là pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Tu dois poser des limites, dit Blanche. Je le ferai. Quand ? Peu après avoir raccroché, j'ouvre mon ordinateur portable et je regarde ma feuille de calcul. 847 lignes de données. 11 mois de documentation. Chaque tâche, chaque insulte, chaque moment où j'ai été considéré comme acquise, tout soigneusement enregistré avec horodatage et tarif du marché. Je ne documente plus seulement ma vie, je monte un dossier. Et quelque chose me dit que j'en aurai besoin. 3 semaines plus tard, je suis à 4 pattes à 3 heures du matin, en train de frotter de l'urine incrustée dans les joints de la salle de bain avec une brosse à dents. L'accident de maman est arrivé parce qu'elle ne voulait pas utiliser sa chaise percée, disant que ça lui donnait l'impression d'être une invalide. Je suis tellement gêné, murmure-t-elle depuis l'embrasure de la porte, serrant sa robe de chambre. Ce n'est rien, maman. Les accidents, ça arrive. Tu es une si bonne fille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je continue de frotter. L'odeur d'ammoniac me brûle les narines, mais j'ai appris que porter des gants me donnait l'air dramatique, selon papa. Juliette a appelé tout à l'heure, dit maman. Elle prévoit de venir nous voir le mois prochain. Le mois prochain. Toujours le mois prochain avec Juliette. C'est gentil. Elle avait l'air tellement stressée par son travail. Cette nouvelle campagne marketing lui pèse vraiment. Je m'assois sur mes talons. Elle avait l'air stressée ? Oh oui, elle était presque en larmes en parlant de combien elle se sentait coupable de ne pas être là plus souvent. Elle a dit qu'elle restait éveillée la nuit à penser à nous. Drôle. Quand je reste éveillé la nuit, c'est généralement parce que je nettoie des fluides corporels ou que j'écoute si maman appelle. Le lendemain soir, papa installe son ordinateur portable pour l'appel vidéo hebdomadaire de Juliette. C'est devenu un événement familial. Maman se fait coiffer, papa met une chemise propre, et on s'attend à ce que je rôde en arrière-plan comme une employée. Le visage de Juliette remplit l'écran, parfaitement éclairé dans ce qui ressemble à un bar à vin. Ses cheveux sont coiffés par un professionnel, son maquillage impeccable. Salut tout le monde. Elle fait un signe de la main avec ses ongles manucurés. Désolé, j'appelle du dîner, mais Antoine m'a fait la surprise de réserver dans cet endroit incroyable. Tu es magnifique, ma chérie, s'extasie maman. N'est-elle pas magnifique, René ? Superbe, acquiesce papa. Comment se passe l'organisation du mariage ? Oh mon Dieu, tellement stressant. La voix de Juliette se brise légèrement. J'ai eu une crise de nerfs complète hier en essayant de choisir entre ivoire et champagne pour le linge de table. Je sais que ça paraît idiot, mais tout doit être parfait, vous savez. Le visage de maman fond de sympathie. Oh, ma puce, tu te mets tellement de pression. Je veux juste que tout soit magnifique pour nos familles. Juliette tamponne ses yeux avec une serviette en tissu. Parfois, j'ai l'impression de me noyer dans les décisions. Et savoir que tu es en convalescence, maman, pendant que moi, je suis obsédé par les fleurs, ça me fait me sentir tellement égoïste. N'ose même pas te sentir égoïste, dit papa fermement. Tu construis ton avenir. C'est exactement ce que tu devrais faire. Je suis debout derrière le canapé, observant cette performance. Les larmes de Juliette n'ont pas fait couler son mascara.
Sa voix tremble au bon moment. J'aimerais tellement pouvoir faire plus, continue-t-elle. Je sais que Gwen a été incroyable, mais je me sens terriblement mal qu'elle sacrifie autant pendant que je vis ma vie. Gwen comprend, dit maman sans même se retourner vers moi. Elle sait combien ta carrière est importante, et ton mariage. Nous sommes si fiers de toi de ne pas laisser notre situation faire dérailler tes plans. J'ai envoyé de l'argent pour les courses la semaine dernière, dit Juliette. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais chaque petit geste compte. Papa l'interrompt. Tu contribues à ta manière. Je m'éclaircis la gorge. En fait, je m'occupe des courses et je n'ai rien reçu. Gwen. La voix de papa coupe comme de la glace. Laisse ta sœur finir. Les yeux de Juliette se tournent vers moi à travers l'écran pendant une seconde à peine. Son expression change, calculatrice, froide. Puis le masque revient en place. J'allais te faire la surprise, dit-elle rapidement. Je te l'ai envoyé sur ton Lydia, Gwen. Peut-être que ce n'est pas encore passé. Je vérifie mon téléphone. Pas de notification Lydia. Pas de transaction en attente. La technologie, rit maman. Tellement peu fiable. L'appel continue pendant encore 20 minutes. Juliette parle de ses cours de yoga, de sa nouvelle routine de soins de la peau, de la promotion d'Antoine. Maman et papa boivent chacune de ses paroles comme si elle prononçait un discours officiel important. Quand elle raccroche enfin, maman soupire rêveusement. Elle est rayonnante, dit-elle. Absolument rayonnante. L'amour lui va si bien. Elle a la tête sur les épaules, ajoute papa. Elle sait établir ses priorités. Je commence à débarrasser leur tasse de café. Tu pourrais apprendre quelque chose de ta sœur, continue papa. Elle construit quelque chose de significatif dans sa vie, elle devient quelqu'un. Et moi, qu'est-ce que je fais? Les mots m'échappent avant que je puisse les arrêter. Papa me regarde comme si j'avais demandé pourquoi l'eau est mouillée. Tu es de la famille. C'est temporaire. Temporaire. Ça fait presque 1 an. Cette nuit-là, je mets à jour ma feuille de calcul. Ligne 891, assainissement d'urgence de la salle de bain, 3 heures. Temps, 47 minutes. Tarif, 85 € pour nettoyage de matières dangereuses. Puis je crée une nouvelle entrée, fausses affirmations de contribution financière lors d'un appel vidéo familial. Je fais une capture d'écran du mensonge de Juliette sur Lydia et je l'enregistre dans mon dossier de preuves. Mon téléphone vibre. Un texto de Juliette. J'espère que le Lydia est passé. Dis-moi si tu as besoin du numéro de confirmation. Je t'aime. Je fais aussi une capture d'écran de ça. Elle est douée, je lui accorde ça. Elle est très, très douée. Mais je suis meilleur pour tenir des registres. Je plie du linge dans le couloir quand je les entends parler dans la cuisine. Leur voix traverse les minces murs de cette vieille maison. Elle est là depuis presque 1 an, dit papa. Quand penses-tu qu'elle comprendra l'allusion? Quelle allusion, demande maman. Qu'il est temps de passer à autre chose, de reprendre sa propre vie. Je me fige, une serviette à moitié pliée dans les mains. Je ne sais pas, soupire maman. Elle semble à l'aise ici. Peut-être trop à l'aise. C'est ce qui m'inquiète. Elle aura 30 ans l'année prochaine. Elle devrait construire sa propre famille, pas rôder autour de la nôtre. Elle a été utile, cependant. Bien sûr, mais Juliette a raison. Nous ne pouvons pas la maintenir sous dépendance éternellement. Une fois qu'elle sera partie, peut-être que les choses pourront revenir à la normale ici. Normale. Comme si j'étais la perturbation dans leur vie parfaite. J'ai juste peur qu'elle le prenne mal, dit maman. Tu sais à quel point elle est sensible. Elle ira bien. Elle est plus coriace qu'elle n'en a l'air. D'ailleurs, nous l'avons élevée pour qu'elle soit indépendante. Indépendante, c'est ça. C'est pourquoi ils m'ont culpabilisé pour que je revienne à la maison quand maman est tombée malade. Je laisse tomber la serviette et je vais dans ma chambre, fermant la porte aussi silencieusement que possible. Mes mains tremblent alors que j'ouvre mon ordinateur portable et ajoute une nouvelle entrée à ma feuille de calcul, parents entendus discuter de mon départ comme d'un soulagement de fardeau. Mon téléphone sonne. Blanche. Salut, envie d'un café? Je suis dans ton quartier. Je ne peux pas partir, maman pourrait avoir besoin de quelque chose. Gwen, ta mère est allée à la boîte aux lettres hier. Je l'ai vue.
Elle va bien. 20 minutes plus tard, je suis assise en face de Blanche au café du coin. Elle fait glisser un latte vers moi. Tu as une mine affreuse, dit-elle. Merci. Vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis sérieuse. Quand as-tu fait quelque chose pour toi pour la dernière fois? Je ne me souviens pas, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Tu es en train de disparaître. Elle se penche en avant. Tu te souviens quand tu riais? Quand tu avais des opinions sur des choses qui n'étaient pas liées aux besoins médicaux de tes parents? C'est temporaire. Vraiment? Parce que de là où je suis assise, on dirait qu'on se sert de toi. Ce sont mes parents. Ça ne leur donne pas le droit de te traiter comme une aide non rémunérée pendant qu'ils vénèrent Juliette de loin. Je remue mon latte, regardant la mousse tourbillonner. Tu ne comprends pas, alors explique-moi. Explique pourquoi Juliette peut vivre sa vie pendant que tu mets la tienne entre parenthèses. Explique pourquoi il la félicite d'envoyer de faux virements pour les courses pendant que tu nettoies littéralement leur sol. Elle a des responsabilités. La voix de Blanche tranche mon excuse. Tu sais ce qu'elle a? Des limites. Elle dit non. Toi, non. Je ne peux pas simplement les abandonner. Qui abandonne qui ici, Gwen? Parce qu'on dirait qu'il planifie déjà ta sortie. Je lui raconte ce que j'ai entendu. Le visage de Blanche se durcit. Ils veulent que tu partes, mais ils veulent que ce soit ton idée pour ne pas passer pour les méchants. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais. Non. Elle attrape ma main. Ne les laisse pas te manipuler au point de te faire croire que tu es le problème. Tu as renoncé à 1 an de ta vie pour eux. 1 an. Et ils parlent de toi comme si tu étais une invitée qui a abusé de leur hospitalité. Quand je rentre à la maison, maman est sur le canapé à regarder la télé. Où étais-tu? Demande-t-elle sans détourner les yeux de l'écran. Café avec Blanche. Tu aurais pu me le dire. Je te cherchais. De quoi avais-tu besoin? Rien d'urgent. Juste, ce serait bien de savoir où tu es. Je m'assois à l'autre bout du canapé. Maman, quand penses-tu que tu seras prête pour que je retourne dans mon appartement? Elle coupe le son de la télé et se tourne vers moi. Es-tu malheureuse ici? Il ne s'agit pas d'être malheureuse. Il s'agit de revenir à la normale. Normale. Elle répète le mot comme s'il avait un goût amer. Je suppose que tu as hâte de retourner à ton ancienne vie. Mon indépendance me manque. Indépendance. Autre goût amer. C'est ce que Blanche t'a mis en tête? Il ne s'agit pas de Blanche. Vraiment? Tu reviens d'un café avec elle et soudain, tu parles de partir? La voix de maman prend ce ton blessé qu'elle maîtrise à la perfection. Je pensais que nous étions plus proches que ça. Nous sommes proches, mais je ne peux pas rester ici pour toujours. Pour toujours? Ça fait moins d'1 an. Juliette a vécu ici jusqu'à ses 25 ans. Juliette était à l'université à l'époque. Elle économisait de l'argent pour son propre appartement. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu économises de l'argent? La question me frappe comme une gifle. Je n'ai pas économisé d'argent. J'ai dépensé mes économies pour aider aux dépenses du ménage tout en fournissant un travail gratuit. Je dois penser à mon avenir, dis-je. Ton avenir. Maman rallume la télé, le volume plus fort qu'avant. Eh bien, ne nous laisse pas te retenir. Ce soir-là, je vide de vieilles boîtes dans ma chambre quand je trouve une photo de famille d'il y a 5 ans. Nous sommes tous à la remise des diplômes de Juliette. Elle est au centre de la scène, dans sa toque et sa toge, rayonnante. Maman et papa l'encadrent, les bras autour de ses épaules. J'y suis aussi, mais à peine. La moitié de mon corps est coupée du cadre, comme si celui qui avait pris la photo avait oublié que j'existais. Je fixe l'image pendant un long moment. Même sur nos photos de famille, je suis quelqu'un d'accessoire. Je prends une photo de la photo avec mon téléphone et je l'ajoute à mon dossier de preuves. Puis je mets à jour ma feuille de calcul avec les événements de la journée, manipulation émotionnelle concernant le calendrier de départ et tactique de culpabilisation déployée lorsque l'indépendance est mentionnée. Mon téléphone vibre. Un texto de Juliette. Maman dit que tu penses à déménager. Ne te sens pas obligé. Tu fais un travail tellement important là-bas. Je fais une capture d'écran et je l'enregistre avec le reste. Elle est douée à ce jeu. Ils le sont tous. Mais j'apprends les règles.
Le dernier rendez-vous chez le médecin de maman est un mardi. Je me réveille à 6 heures du matin pour tout préparer, carte d'assurance, liste de médicaments, ses chaussures confortables, un encas au cas où elle aurait des vertiges, une bouteille d'eau, des mouchoirs et le coussin pour le siège auto parce que les sièges normaux lui font mal au dos. As-tu pensé à mon pull, demande-t-elle alors que je l'aide à monter côté passager. Il est à l'arrière. Et mon chargeur de téléphone? Dans ton sac à main. Mes lunettes de lecture? Je désigne l'étui accroché à sa chemise. Elle a eu le feu vert pour des activités normales depuis des semaines, mais ces rendez-vous nécessitent toujours toute la mise en scène. Au cabinet du médecin, je remplis les formulaires pendant qu'elle est assise dans la salle d'attente, faisant défiler Facebook. La réceptionniste me tend un presse-papier. Vous êtes la fille, demande-t-elle. Oui. Vous êtes venue à chaque rendez-vous. C'est tellement gentil. Je souris et ne dis rien. Que dirais-je d'autre? Que je suis là parce que personne d'autre ne le sera. Le docteur Martin nous appelle. Maman s'agrippe à mon bras comme si elle entrait en chirurgie au lieu d'un suivi de routine. Tout semble parfait, Marguerite, dit-il en examinant son dossier. Rétablissement complet. Aucune restriction. Vous pouvez reprendre toutes vos activités normales. Toutes les activités, demande maman. Tout. Conduire, soulever des charges, faire de l'exercice, voyager. Vous êtes complètement guéri. Maman hoche la tête, mais sa prise sur mon bras se resserre. Des questions, demande le docteur. Martin. Et pour soulever des charges lourdes, je demande. Elle peut soulever tout ce qu'elle pouvait soulever avant l'opération. Aucune limitation. Les tâches ménagères? Tout va bien. Cuisiner. Marguerite, vous pouvez faire tout ce que vous faisiez avant. Vous êtes en bonne santé. Dans la voiture, maman regarde par la fenêtre. Bonne nouvelle, dis-je. Oui, bonne nouvelle. Mais elle n'a pas l'air heureuse. Elle a l'air inquiète. Ce soir-là, papa rentre à la maison avec une bouteille de champagne. C'est la fête, annonce-t-il. Notre fille est officiellement revenue à la normale. Il fait sauter le bouchon et verse 3 verres. Nous trinquons au certificat de bonne santé de maman. Je suis tellement soulagé, dit maman. J'avais peur qu'il y ait des complications. Le médecin a dit que vous étiez parfaite, je lui rappelle. Les médecins ne savent pas tout. Papa lève à nouveau son verre. À Marguerite. Et à Gwen, pour avoir si bien pris soin de sa mère. Nous buvons. Ça devrait ressembler à une victoire, mais quelque chose cloche. La célébration semble forcée, comme si nous prétendions tous que c'est ce que nous voulions. Après le dîner, je nettoie la cuisine pendant que mes parents regardent la télé. Je charge le lave-vaisselle, j'essuie les comptoirs, je balaie le sol. La même routine que j'ai faite tous les soirs pendant 11 mois. Gwen, appelle maman depuis le salon. Peux-tu m'apporter mes pilules? Lesquelles? Celles d'habitude. Je lui apporte son pilulier. Elle prend ses vitamines. Les mêmes vitamines qu'elle pourrait prendre elle-même dans la cuisine. Elle pourrait y aller elle-même, en utilisant ses jambes qui fonctionnent parfaitement bien. Merci, ma chérie. Je retourne nettoyer. Papa me rejoint dans la cuisine. Tu as fait du bon travail, dit-il en séchant un verre à vin. Merci. Ta mère a de la chance de t'avoir. Elle est en bonne santé maintenant. Elle n'a plus vraiment besoin de moi. Papa pose le verre. Eh bien, elle a l'habitude de t'avoir dans les parages. Le changement, c'est difficile. Le changement fait partie de la guérison. Vraiment? Il me regarde directement. Où est-ce que la guérison consiste à revenir à ce qui fonctionne? Je ne réponds pas. Je continue juste de frotter les verres à champagne. Plus tard, je sors les poubelles sur le trottoir. Viviane, notre voisine, arrose son jardin. Salut Gwen, crie-t-elle. Comment va ta mère? Très bien. Elle a eu le feu vert du médecin aujourd'hui. C'est merveilleux. Tu dois être tellement soulagé. Ouais. Viviane s'approche de la clôture. Tu sais, je t'ai observé toute cette année. Tous les matins, tous les soirs, à faire les courses, à t'occuper de tout. Tu es une sainte. Je fais juste ce qui doit être fait. Ma fille vit à Lyon. Quand j'ai eu ma prothèse de hanche,
elle est venue me voir pendant une semaine, puis elle est retournée à sa vie. Elle a dit que je devais réapprendre à être indépendante. Viviane rit. J'étais en colère à l'époque, mais elle avait raison. Ça m'a rendue plus forte. Chacun est différent. C'est vrai. Mais j'espère que tes parents savent la chance qu'ils ont. Tout le monde ne renoncerait pas à un an de sa vie comme ça. De retour à l'intérieur, je trouve maman et papa en train de chuchoter dans la cuisine. Ils s'arrêtent quand ils me voient. Tout va bien, je demande. Bien, dit papa rapidement. On parlait juste du programme de demain. Qu'y a-t-il demain? Rien de spécial. Juste des trucs normaux. Des trucs normaux, c'est ça. Dans ma chambre, j'ouvre mon ordinateur portable et je fixe ma feuille de calcul. 1247 lignes de données. Près d'un an de ma vie, documenté à la minute près. Mon téléphone sonne avec une notification. J'ai configuré des calculs automatiques hebdomadaires et les chiffres ont été mis à jour. Total des heures enregistrées, 3247. Valeur totale au tarif du marché, 78 400 €. Je fixe le chiffre. 78 400 €. C'est ce que cette année m'a coûté. Pas seulement en salaire perdu, mais en valeur réelle fournie. Je fais une capture d'écran du total et je l'enregistre dans un nouveau dossier intitulé « Calcul final ». Puis je ferme l'ordinateur portable et j'essaie de dormir, sachant que demain, tout changera. Je ne sais juste pas encore comment. Le lendemain matin, papa m'attend dans la cuisine avec son ordinateur portable ouvert et un dossier Mani à côté de sa tasse de café. « Assieds-toi, Gwen. Nous devons parler. » Maman entre en traînant les pieds, en robe de chambre, bien qu'il soit presque midi. Elle s'assoit en face de moi, évitant mon regard. De quoi s'agit-il, je demande. Papa ouvre le dossier et fait glisser un document imprimé sur la table. Nous avons réfléchi à ta situation ici. Je baisse les yeux sur le papier. C'est une liste détaillée, tapée avec la police précise de papa. Loyer et charges pour 11 mois, lis-je à voix haute. Services publics, courses, fournitures ménagères. Je parcours la liste. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu nous dois, dit papa d'un ton neutre. Pour ton séjour ici. Les chiffres se brouillent alors que je les lis. Loyer, 800 € par mois. Services publics, 150 € par mois. Nourriture, 400 € par mois. Dépenses ménagères diverses, 200 € par mois. 11 mois à 1550 € par mois, continue papa. Plus les coûts initiaux d'aménagement pour retransformer la chambre d'amis en ton ancienne chambre. Total, 12 935 €. Je fixe le papier. Vous me facturez? Nous te demandons de contribuer équitablement aux dépenses du ménage que tu as occasionné. Occasionné? Je répète le mot lentement. J'ai occasionné ces dépenses? Tu as vécu ici sans payer de loyer pendant presque un an, dit maman doucement. Nous avons couvert tous tes frais. Pendant que je prenais soin de toi. C'était ton choix, dit papa. Personne ne t'a forcé à revenir à la maison. Mes mains commencent à trembler. Je pose le papier soigneusement. Mon choix. Nous apprécions tout ce que tu as fait, ajoute maman rapidement. Mais maintenant que je vais mieux, il est temps de régler les comptes et d'aller de l'avant. L'ordinateur portable de papa sonne. Un appel vidéo entrant. Le nom de Juliette apparaît à l'écran. Timing parfait, dit papa en acceptant l'appel. Le visage de Juliette remplit l'écran. Elle est dans ce qui ressemble à un café, parfaitement maquillée comme toujours. Salut tout le monde. Papa a dit que vous vouliez parler de la transition de Gwen vers l'indépendance. Nous venons de lui montrer la comptabilité, dit papa en tournant l'ordinateur portable pour que Juliette puisse me voir. Oh, bien. Le sourire de Juliette est éclatant et encourageant. Je pense que c'est très sain, Gwen. Tu as été incroyable toute cette année, mais il est temps pour toi de reprendre ta propre vie, n'est-ce pas? Je la regarde à travers l'écran. Tu penses que je devrais leur payer 12 935 €? Eh bien, tu as vécu là-bas sans payer de loyer, et maman et papa t'ont soutenu financièrement pendant que tu prenais un congé. Un congé pour prendre soin de maman. C'est vrai, mais c'était quand même ton choix. Personne ne t'a demandé de quitter ton travail. Je n'ai pas démissionné. J'ai pris un congé sans solde pour être l'aidante de maman.
C'est la même chose, dit Juliette avec un petit rire. Le fait est que tu as choisi de donner la priorité à la famille plutôt qu'aux revenus. C'est magnifique, mais ça ne veut pas dire que maman et papa devraient subventionner ce choix indéfiniment. Papa hoche la tête avec approbation. Exactement. Nous avons tous fait des sacrifices cette année. Quel sacrifice as-tu fait, je demande à Juliette. Son sourire vacille. Des sacrifices émotionnels. Sais-tu à quel point ça a été dur pour moi de savoir que je ne pouvais pas être là? La culpabilité que j'ai portée. La culpabilité. Oui, j'ai suivi une thérapie pour gérer ça. C'est aussi un sacrifice. Je regarde autour de la table, papa avec sa facture détaillée, maman avec son expression coupable, Juliette à l'écran avec son maquillage parfait et ses factures de thérapie. J'avais anticipé ça, dis-je calmement. Papa lève un sourcil. Anticiper quoi? Je me lève et je vais dans ma chambre. Ils me suivent de leur voix. Gwen, ne sois pas dramatique, crie maman. Nous pouvons établir un plan de paiement, ajoute papa. Je reviens avec mon ordinateur portable et je le pose sur la table de la cuisine. Tu avais anticipé quoi? Demande Juliette à travers l'écran. J'ouvre mon ordinateur portable et j'accède à ma feuille de calcul. Cette conversation. L'écran se remplit de lignes et de lignes de données, date, heure, tâches, tarifs horaires. Qu'est-ce que c'est? Demande maman. Mes registres. Papa se penche en avant, plissant les yeux vers l'écran. Les registres de quoi? De tout. Je fais défiler lentement, leur laissant voir l'ampleur. Chaque tâche que j'ai effectuée, chaque service que j'ai fourni, chaque heure que j'ai travaillé. Travaillé? La voix de Juliette provient des haut-parleurs. Gwen, tu ne travaillais pas. Tu aidais la famille. Vraiment? Je clique sur l'onglet de résumé. Parce que selon les tarifs du marché pour les soins à domicile, l'assistance personnelle, l'entretien ménager, la préparation des repas, les services de transport et le soutien médical, j'ai fourni pour 78 400 € de services cette année. Le silence s'installe dans la cuisine, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. C'est ridicule, dit finalement papa. Vraiment? Vous voulez me facturer le tarif du marché pour le loyer et les charges. Je facture le tarif du marché pour les services rendus. Tu ne peux pas être sérieuse, murmure maman. Je les regarde chacun à leur tour. Vous voulez 12 935 € de ma part. Je veux 78 400 € de votre part. Gwen, c'est insensé, dit Juliette depuis l'écran. Tu ne peux pas facturer ta propre famille. Pourquoi pas? Vous venez de le faire. Papa ferme mon ordinateur portable. C'est de la manipulation émotionnelle. Non, dis-je en le rouvrant. C'est de la comptabilité. Je clique sur imprimer. L'imprimante dans le bureau de papa se met à ronronner. Je vous donne deux options, dis-je en allant chercher les pages. Option 1, vous déchirez votre facture, je déchire la mienne, et je pars aujourd'hui. Pour toujours. Je reviens avec une épaisse pile de pages imprimées et je les pose à côté de la feuille unique de papa. Option 2, vous payez ma facture en totalité, et j'envisagerai de payer la vôtre. Maman se met à pleurer. Gwen, s'il te plaît. Ce n'est pas toi, ça. Je regarde son visage strié de larmes. Tu as raison. La personne que j'étais aurait payé votre facture et se serait excusée d'être un fardeau. Je ferme mon ordinateur portable et je prends ma facture. Mais cette personne n'existe plus. Papa prend ma facture imprimée avec des mains tremblantes. Les pages volent alors qu'il les feuillette. Assistance aux soins des plaies, 45 € de l'heure, lit-il à voix haute. Gestion des médicaments, 35 € de l'heure. Transport aux rendez-vous médicaux, 25 € de l'heure, plus le kilométrage. Ce sont des tarifs standards pour les soins de santé, dis-je. Je les ai recherchés minutieusement. Assainissement de la salle de bain, lit maman par-dessus son épaule, sa voix devenant plus aiguë. Nettoyage de risques biologiques, 85 € de l'heure. C'est ce que facturent les services de nettoyage professionnel pour le nettoyage des fluides corporels. J'ai les reçus des fournitures que j'ai achetées. La voix de Juliette crépite à travers les haut-parleurs de l'ordinateur portable. Gwen, c'est absolument insensé. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à... Je peux et je le fais. Je tourne l'ordinateur portable vers moi. Vous voulez parler des tarifs du marché?
Parlons des tarifs du marché. Je fais défiler jusqu'à une section spécifique de ma feuille de calcul. Aide-soignante à domicile, 200 € par jour. J'étais ici 365 jours. Ça fait 73 000 € rien que ça, avant même d'aborder les services spécialisés. Services spécialisés. La voix de papa est à peine un murmure. Intervention d'urgence. Je me suis levé 17 fois au milieu de la nuit pour diverses crises. Les interventions d'urgence en soins de santé sont facturées à des tarifs majorés. Je clique sur un autre onglet. Ensuite, il y a le travail émotionnel. Les chiens de thérapie facturent 50 € de l'heure pour les services de réconfort. J'ai fourni beaucoup plus de soutien émotionnel qu'un chien de thérapie. Tu es notre fille, crie maman. Les filles ne facturent pas l'amour à leurs parents. L'amour ? Je la regarde directement. C'est comme ça que vous appelez le fait de m'envoyer une facture pour avoir vécu ici pendant que je prenais soin de vous ? C'est différent. Comment ? Parce que tu as choisi d'être ici. Vraiment ? Où est-ce qu'on m'a culpabilisé pour que je le fasse ? Je sors mon téléphone et je fais défiler d'anciens messages textes. Voici ce que tu m'as envoyé quand tu es sorti de l'opération, les médecins disent que j'ai besoin de soins à plein temps. Juliette ne peut pas quitter son travail. Tu es la seule qui puisse nous aider. S'il te plaît, ne m'abandonne pas quand j'ai le plus besoin de toi. Je leur montre l'écran. Est-ce que ça ressemble à un choix ? Papa pose ma facture. Même si nous voulions payer ce montant ridicule, nous n'avons pas 78 000 €. Alors nous avons un problème. Gwen, s'il te plaît, plaide la voix de Juliette à travers les haut-parleurs. Sois raisonnable. Nous sommes une famille. Vraiment ? Parce que la famille ne se facture pas pour la décence humaine la plus élémentaire. Tu es hypocrite, lance-t-elle. Tu viens de nous facturer. Je suis cohérente. Vous avez établi que les services familiaux ont un prix. Je présente simplement ma facture. Papa se lève et commence à faire les 100 pas, c'est de l'extorsion. Non, ce sont des affaires. Vous voulez me traiter comme une prestataire de service qui vous doit de l'argent. Très bien. Mais ça va dans les deux sens. J'ouvre un nouveau document sur mon ordinateur portable et je commence à taper. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Demande maman. J'écris une lettre de mise en demeure. Je vous donne 30 jours pour répondre à ma facture. Si vous ne payez pas ou ne négociez pas de bonne foi, je poursuivrai d'autres options. D'autres options ? Papa arrête de faire les 100 pas, le tribunal d'instance a une limite, mais je peux déposer plusieurs requêtes. Ou je pourrais engager un avocat. Rupture de contrat tacite. Enrichissement sans cause. Abus de faiblesse. Abus de faiblesse, allait maman. Forcer quelqu'un à fournir un travail non rémunéré sous contrainte morale. C'est une chose. Le visage de Juliette à l'écran est devenu pâle. Gwen, tu ne peux pas être sérieuse au sujet d'une action en justice contre tes propres parents. Regarde-moi faire. Je finis de taper et j'appuie à nouveau sur imprimer. Je suis également prête à rendre cela public si nécessaire. Public ? Comment ? Demande papa. Je lève mon téléphone. Les réseaux sociaux. J'ai tout documenté. Chaque conversation, chaque message texte, chaque instance de manipulation émotionnelle. J'ai des captures d'écran des fausses promesses de Lydia de Juliette, des enregistrements de vous deux discutant de moi comme d'un fardeau, des photos des conditions dans lesquelles j'ai travaillé. Tu nous as enregistrés ? La voix de maman est horrifiée. J'ai tout documenté. Ça s'appelle des preuves. Je me lève et je rassemble mes papiers. Je suis également prête à partager cette histoire avec tout le monde que nous connaissons. Les amis de la paroisse, les voisins, la famille élargie. Laissez-les décider qui est le vrai méchant ici. Tu ne ferais pas ça, dit Juliette. Et c'est moi. Le silence s'installe dans la cuisine, à l'exception du bruit de l'imprimante qui termine ma lettre de mise en demeure. Voici ce qui va se passer, dis-je en posant la lettre sur la table. Vous avez 24 heures pour décider. Payez ma facture, ou je commence à passer des coups de fil. Des coups de fil à qui ? Demande papa. À tout le monde. Tante Linda, cousin Marc, les dames du club de lecture de maman. Je leur dirai exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Comment vous avez essayé de facturer votre fille pour avoir pris soin de vous ? Maman se met à pleurer plus fort.
S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Je ne vous fais rien. Je réponds à ce que vous m'avez fait. Je prends la facture originale de papa et je la déchire en deux. Voilà. Je viens de vous faire économiser 12 935 €. Maintenant, vous ne me devez plus que 78 400 €. Gwen. La voix de Juliette est désespérée maintenant. Pense à ce que tu fais. Une fois que tu auras franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je la regarde à travers l'écran. Tu as raison. Il n'y a pas de retour en arrière. Je ferme l'ordinateur portable, coupant court à ces protestations. 24 heures, dis-je à mes parents. Ensuite, je commence à faire de ça le problème de tout le monde, pas seulement le nôtre. Je me dirige vers les escaliers, puis je me retourne. Oh, et je ferai mes valises ce soir, quelle que soit votre décision. J'en ai fini de vivre ici. Où iras-tu ? Demande maman à travers ses larmes. Ce n'est plus ton problème. Je monte les escaliers, les laissant avec ma facture et leur choix derrière moi. J'entends la voix de papa, calme et vaincu. Comment en est-on arrivé là ? Mais je ne me retourne pas pour répondre. Je sais déjà. Je fourre des vêtements dans des sacs poubelles quand je les entends se disputer en bas. Leur voix passe par les bouches d'aération. Nous devons la prendre au mot, dit papa. Elle ne nous poursuivra pas vraiment en justice. Et si elle le fait ? La voix de maman est tremblante. Et si elle publie vraiment toutes ces choses en ligne ? Alors nous nous en occuperons. Nous en occuperons comment, René ? Tout le monde pensera que nous sommes des monstres. Je ferme la fermeture éclair de mon sac d'ordinateur et je continue de faire mes valises. 23 heures et des poussières. Mon téléphone sonne. Juliette. Ne raccroche pas, dit-elle immédiatement. Nous devons parler. Je suis occupé. Gwen, s'il te plaît. C'est allé trop loin. Vraiment ? Ou est-ce que ça n'est pas allé assez loin ? Tu détruis notre famille. J'arrête de faire mes valises. Je la détruis ? Oui. Ce fantasme de vengeance mesquin et vindicatif. Fantasme de vengeance ? Je ris, et ça sonne dur même à mes propres oreilles. Juliette, tu n'as pas été là. Tu n'as pas à juger ce que c'est. Je sais que tu es blessée, mais... Blessée ? Je ne suis pas blessé. J'en ai fini. Écoute-moi. Maman et papa paniquent. Ils parlent de contracter un prêt sur la maison. Bien. Peut-être qu'ils comprendront ce que c'est que la pression financière. Ils sont vieux, Gwen. Ils n'ont pas les revenus pour payer ça. Ils avaient les revenus pour me facturer un loyer. C'était différent. Comment ? Silence au bout du fil. Exactement, dis-je. Tu ne peux pas expliquer en quoi c'est différent, parce que ça ne l'est pas, très bien. Tu veux jouer dur ? Jouons dur. Sa voix devient froide. Je verserai la même somme que, euro pour euro. Avec quel argent ? J'ai des économies. Antoine a des économies. Nous trouverons une solution. Pourquoi ferais-tu ça ? Parce que contrairement à toi, je tiens vraiment à cette famille. Je m'assois sur mon lit, entouré de sacs pleins. Tu y tiens tellement que tu n'es pas venu une seule fois en 11 mois. J'y tiens assez pour t'empêcher de détruire la vie de tout le monde à cause de tes sentiments blessés. Mes sentiments blessés ? Oui, tes sentiments blessés. Parce que c'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas ? Tu es en colère que maman et papa m'aiment plus. Les mots me frappent comme un coup physique. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Tu as toujours été jalouse. Toujours eu l'impression d'être le deuxième choix. Et maintenant, tu utilises cette situation pour punir tout le monde de ne pas t'avoir assez apprécié. Tu penses que c'est une question de jalousie ? Je pense que c'est l'histoire d'une femme amère et seule qui ne supporte pas que sa sœur ait une vie meilleure. Je raccroche. 2 heures plus tard, je charge ma voiture quand papa sort. Où vas-tu ? Demande-t-il. Hôtel ce soir. Ensuite, je verrai. Gwen, nous devons en parler raisonnablement. Raisonnablement ? Comme lorsque vous m'avez présenté une facture pour avoir pris soin de maman ? C'était. Il passe sa main dans ses cheveux. C'était mal géré. C'était calculé. Tout comme ma réponse. Nous ne pouvons pas payer 78 000 €.
Tu sais que nous ne pouvons pas, alors nous avons un problème. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce qui ferait disparaître tout ça? Je ferme mon coffre et je me tourne pour lui faire face. Des excuses. De vraies excuses. Pas un nous sommes désolés que tu sois contrarié ou que nous avons mal géré. Une véritable reconnaissance de ce que vous avez fait. Très bien. Je suis désolé. Pourquoi? Pour la facture. Pour t'avoir demandé de payer un loyer. Et quoi d'autre? Pour m'avoir traité comme une employée pendant 11 mois. Pour avoir fait l'éloge de Juliette tout en me rabaissant. Pour m'avoir fait me sentir invisible dans ma propre famille. Il reste silencieux pendant un long moment. Je ne sais pas comment m'excuser pour ça. Alors nous en avons fini ici. Je monte dans ma voiture. Il frappe à la fenêtre. Gwen, s'il te plaît. Ta mère a des douleurs thoraciques. Le stress. Appelle le 15. Ou appelle Juliette. Je ne suis plus ton contact d'urgence. Je démarre le moteur. Dans mon rétroviseur, je le vois debout dans l'allée, l'air perdu. À l'hôtel, je vérifie mon téléphone. 17 appels manqués de divers membres de la famille. Tante Linda, cousin Marc, même ma grand-mère. Juliette a été occupée. J'éteins mon téléphone et je commande le service d'étage. Le lendemain matin, je prends mon petit déjeuner quand quelqu'un frappe à la porte de ma chambre d'hôtel. Je regarde par le Judas. Blanche. Comment m'as-tu trouvé? Je demande en la laissant entrer. Ton père m'a appelé. Il est désespéré. Bien. Elle s'assoit sur le lit et me regarde. Alors, tu l'as vraiment fait. Je l'ai vraiment fait. Comment te sens-tu? Je réfléchis à la question. Vide. Satisfaite. Terrifiée. Tout à la fois. Des regrets? Pas encore. Mon téléphone vibre. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Viviane, ta voisine. Je voulais te dire qu'il y a des voitures dans l'allée de tes parents. On dirait une réunion de famille. J'ai pensé que tu devrais savoir. Aussi, j'ai entendu ce qui s'est passé. Bien fait pour toi. Certaines personnes doivent apprendre à la dure que les actions ont des conséquences. Je montre le texto à Blanche. Karma, dit-elle simplement. Vraiment? Ou est-ce juste moi qui suis vindicative? Est-ce que ça a de l'importance? Parfois, être vindicatif est ce dont les gens ont besoin pour comprendre qu'ils ont franchi une ligne. Autre texto. Celui-ci de maman. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler en famille. Je le supprime sans répondre. Et maintenant, demande Blanche. Je ne sais pas. Pour la première fois depuis 1 an, je ne sais honnêtement pas ce qui va suivre. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Non, je suis d'accord. Ce ne l'est pas, dehors, par la fenêtre de l'hôtel, la vie continue. Les gens vont au travail, vivent leur vie, font leurs propres choix. Pour la première fois depuis 11 mois, je suis l'une d'entre eux. 3 semaines passent avant que je ne rallume mon téléphone. La boîte vocale est pleine. Je suis assise dans mon nouveau studio, petit mais à moi, quand je les écoute enfin. La plupart proviennent de membres de la famille à qui je n'ai pas parlé depuis des années, disant tous des variations de la même chose, nous avons entendu ce qui s'est passé. Appelle-nous. Le dernier message est de papa. Sa voix est à peine un murmure. Gwen, nous avons mis la maison en vente. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester. Ta mère voulait que tu le saches. Je le supprime et je fais du café. Blanche passe cet après-midi-là avec des plats à emporter et du vin. Des nouvelles de la famille, demande-t-elle en déballant des barquettes de nourriture thaïlandaise. Ils vendent la maison. Mon Dieu. Vraiment? Apparemment, l'intervention de la famille élargie ne s'est pas bien passée pour eux. Que veux-tu dire? Je sors mon ordinateur portable et je lui montre les captures d'écran Facebook que j'ai collectées. Le post de tante Linda, parfois, on ne connaît pas les gens aussi bien qu'on le pense. Le commentaire de cousin Marc sur une photo de famille, les actions ont des conséquences. Ouah, dit Blanche. Ils se sont vraiment retournés contre eux. Il s'avère que facturer un loyer à sa fille aide-soignante ne passe pas bien auprès des gens de la paroisse. Mon téléphone vibre. Un texto d'un numéro inconnu.
c'est Antoine, dis-je à Blanche en lisant le message. Le fiancé de Juliette. Que veut-il? Me rencontrer. Il dit qu'il a quelque chose à me donner. Nous nous rencontrons dans un café du centre-ville. Antoine a l'air mal à l'aise, jouant avec son alliance. Juliette ne sait pas que je suis là, dit-il immédiatement. D'accord. Il fait glisser une enveloppe sur la table. C'est pour toi. À l'intérieur se trouve un chèque de banque de 78 400 €. Je fixe les chiffres. D'où vient cet argent? De mes économies. Notre fonds de mariage, en fait. Pourquoi? Il reste silencieux un moment. Parce que tu avais raison. Et parce que j'ai regardé Juliette manipuler cette situation depuis le début. Vraiment? Elle a joué sur les deux tableaux. Disant à tes parents qu'elle les soutenait, te disant qu'elle comprenait ta position. Elle voulait que le drame continue parce que ça lui permettait de passer pour la bonne fille par comparaison. Je plie le chèque et le remets dans l'enveloppe. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que ce n'est plus une question d'argent. Alors, de quoi s'agit-il? Je réfléchis à la question. Reconnaissance. Respect. La compréhension que ce que j'ai fait comptait. Tes parents ne te donneront jamais ça. Je sais. Alors, que feras-tu? Je me lève et je lui rends l'enveloppe. Je vais vivre ma vie. C'est tout? C'est tout. Ce soir-là, j'appelle mon ancienne patronne. Elle répond à la deuxième sonnerie. Gwen. Comment va ta mère? Complètement rétablie. Je suis prête à reprendre le travail. Dieu merci. Nous étions débordés sans toi. Peux-tu commencer lundi? Je peux commencer demain. Le lendemain matin, je suis de retour à mon bureau, répondant aux emails et planifiant des réunions. C'est comme remettre des vêtements qui me vont après avoir porté ceux de quelqu'un d'autre pendant un an. Ma collègue Sophie s'arrête avec du café. Comment s'est passé ton congé? Instructif. Tu as appris quelque chose d'intéressant? Que certains ponts méritent d'être brûlés. Elle rit, pensant que je plaisante. Vers midi, mon téléphone sonne. Maman. Gwen, s'il te plaît, ne raccroche pas, je suis au travail. Je sais. Je voulais te dire que nous avons trouvé un acheteur pour la maison. Félicitations. Nous déménageons dans une résidence pour seniors. Un endroit plus petit, plus abordable. Ça semble pratique. Gwen. Sa voix se brise. Je suis désolé. Pour tout. Tu avais raison d'être en colère. Je reste silencieuse un moment. Merci de l'avoir dit. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Mais c'est quelque chose. Te reverrons-nous un jour? Je regarde par la fenêtre de mon bureau la ville en contrebas. Les gens marchent, travaillent, vivent leur vie sans demander la permission ni s'excuser de prendre de la place. Je ne sais pas, maman. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Je comprends. Vraiment? J'essaie. Après avoir raccroché, j'ouvre mon ordinateur portable et je supprime la feuille de calcul. Les 1247 lignes de données. Disparu d'une simple pression sur une touche. Sophie repasse. Tout va bien? Mieux que bien. Ce week-end-là, Blanche et moi cherchons un appartement. Non pas parce que j'ai besoin de déménager, mais parce que j'en ai envie. Quelque chose de plus grand, avec une vue, dans un quartier que j'aime vraiment. Tu sembles différente, dit-elle alors que nous visitons un 2 pièces avec du parquet. Différente comment? Plus légère. Comme si tu ne portais plus quelque chose de lourd. Elle a raison. Le poids que je ne réalisais même pas que je portais a disparu. Mon téléphone vibre. Un texto de Juliette. J'ai entendu que maman s'est excusée. Est-ce que ça veut dire que nous pouvons parler? Je fais une capture d'écran, puis je le supprime sans répondre. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être eues. À l'agence immobilière, je signe un bail pour l'appartement avec vue. Quand elle me demande mon contact d'urgence, j'écris le nom de Blanche sans hésiter. Pas de famille, demande l'agente. C'est ma famille, dis-je en désignant Blanche du Menton. En sortant de l'immeuble, Blanche me prend le bras. Des regrets, demande-t-elle. Je réfléchis à la question en marchant dans la rue animée.
À l'année que j'ai abandonnée, à la famille que j'ai perdue, au pont que j'ai brûlé, et à la vie que je construis à partir de zéro. Aucun, dis-je, et je le pense. Bien. Parce que je suis fier de toi. Pourquoi? Pour t'être enfin mise en premier. Cette nuit-là, je suis assise dans mon appartement actuel, petit mais à moi, et j'ouvre mon ordinateur portable. Au lieu d'une feuille de calcul, je commence un nouveau document. Pas une facture ni une lettre de mise en demeure, mais quelque chose de complètement différent. Une candidature pour un poste à l'autre bout du pays. Meilleur salaire, meilleures opportunités. Un nouveau départ dans un endroit où personne ne connaît mon histoire. Je la remplis soigneusement, honnêtement, sans demander la permission à personne. En bas, à la question « Pourquoi êtes-vous intéressé par un déménagement ?», je tape « Prête pour un nouveau chapitre ». Puis j'appuie sur Envoyer. Je suis peut-être seul, mais je suis enfin libre. Et ça, après toutes les factures, toutes les disputes, tous les ponts brûlés, c'était quelque chose qu'il ne pourrait jamais se permettre de me donner. Mais que je pouvais me permettre de prendre.